Ma famille m'a rejeté quand j'étais sans emploi. 5 ans plus tard, ils sont entrés et ont dit, tu n'as pas de famille. Nous allons prendre la maison. Je n'ai pas dit un mot, mais j'ai appelé le 911. Je m'appelle Sabrina, j'ai 32 ans, et je n'aurais jamais pensé que ma famille me trahirait 2 fois. Après 5 ans de silence, ils se sont présentés à ma porte avec des valises et sont entrés comme si l'endroit leur appartenait. Mon père m'a regardé droit dans les yeux et a prononcé ces mots qui me hantent encore, tu n'as même pas de famille. Nous allons prendre cette maison. Je n'ai pas discuté ni crié. J'ai simplement pris mon téléphone et composé 3 chiffres. Si vous regardez cette vidéo, dites-moi d'où vous la regardez et appuyez sur le bouton d'abonnement pour ne pas manquer comment j'ai surmonté l'ultime trahison des personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement. En grandissant dans la banlieue de la Pennsylvanie, ma famille semblait normale de l'extérieur. Mon père, Richard, travaillait comme directeur de banque, toujours vêtu de costumes impeccables et portant une mallette qui semblait collée en permanence à sa main. Ma mère, Diane, était infirmière à l'hôpital local, faisant de longues gardes mais parvenant toujours à garder notre maison impeccable. Et puis il y avait mon frère aîné, Brian, de 3 ans mon aîné, et l'enfant prodige de la famille. Nous vivions dans une modeste maison de 3 chambres avec un petit jardin, ni riche, ni pauvre, juste une famille américaine moyenne essayant de s'en sortir. Mais sous cette façade parfaite se cachaient des dynamiques compliquées qui ont façonné toute ma vie. Dès mon plus jeune âge, je pouvais sentir les différentes attentes placées sur moi par rapport à mon frère. Brian était destiné à de grandes choses, selon mes parents. Ses notes médiocres étaient célébrées tandis que mes excellentes notes étaient simplement attendues. Quand il est entré dans une université d'État avec une bourse partielle, mes parents ont organisé une grande fête et lui ont offert une voiture neuve. Ils ont épuisé la plupart de leurs économies pour s'assurer qu'il puisse y aller sans trop s'endetter. Pendant ce temps, on m'a dit dès ma première année de lycée que je devrais travailler à temps partiel pour économiser pour l'université. À 16 ans, je jonglais entre l'école et 20 heures par semaine au restaurant local, servant des crêpes et des hamburgers pour économiser chaque centime. Même avec mes excellentes notes et ma participation à des activités extrascolaires, il n'a jamais été question d'université prestigieuse pour moi. Le message était clair, bien que jamais directement énoncé, Brian était l'investissement. Moi, j'étais une réflexion après coup. La seule personne qui me voyait différemment était ma grand-mère, Margaret, la mère de ma mère. Grand-mère Margaret vivait à environ 1 heure de route dans une petite maison de style cottage avec un jardin qui me semblait magique quand j'étais enfant. Chaque été, je passais 3 semaines avec elle pendant que Brian participait à divers camps sportifs financés par mes parents. Ces semaines étaient mon salut. Sabrina, me disait-elle en m'apprenant à planter des tomates, ne laisse jamais personne te dire ce que tu vaux. Toi seul en décides. Ses mains, burinées par des décennies de jardinage et de dur labeur, guidaient doucement les miennes dans la terre. Et ne dépends jamais de quelqu'un d'autre pour avoir un toit sur la tête. Apprends à construire le tien. Grand-mère Margaret avait élevé 3 enfants en grande partie seule après le décès de mon grand-père alors que ma mère n'avait que 12 ans. Elle travaillait comme couturière et avait réussi à envoyer tous ses enfants à l'université, au moins pour un temps. La force et l'indépendance qu'elle incarnait sont devenues mon étoile polaire, surtout lorsque les choses à la maison semblaient étouffantes. La pression de mes parents s'est intensifiée à l'approche de l'université. Ma mère avait décidé que je devais suivre ses traces et devenir infirmière. C'est une profession stable, Sabrina. Tu auras toujours du travail, disait-elle, ignorant complètement le fait que je n'avais montré aucun intérêt pour la médecine. Mon père était d'accord, ajoutant, les carrières créatives sont pour les gens qui ont de l'argent de famille sur lequel se rabattre. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que j'avais découvert ma passion pour le design graphique en première année de lycée. Ma professeure d'art, Mademoiselle Winters, avait remarqué mon sens de la composition et m'avait initié au logiciel de design numérique. Je les ai immédiatement adoptés, restant tard après l'école pour travailler sur des projets et participer à des concours locaux. Quand j'ai remporté un prix de design régional, mes parents l'ont qualifié de « passe-temps sympathique » mais pas d'une véritable carrière. La tension a atteint son paroxysme lors de ma dernière année de lycée, au moment des candidatures universitaires. J'ai postulé au collège communautaire local qui avait un bon programme de design, ainsi qu'à plusieurs universités d'État abordables avec des programmes artistiques. Quand les lettres d'acceptation sont arrivées, mes parents ont refusé de contribuer à mon éducation à moins que je ne change ma spécialisation pour les soins infirmiers ou le commerce. Nous ne gaspillerons pas d'argent pour un diplôme d'art, a déclaré fermement mon père au dîner, le soir après avoir reçu mes acceptations.
Si tu veux gâcher ton avenir, tu peux payer toi-même. J'ai cherché le soutien de ma mère, mais elle a juste regardé son assiette. Brian, rentré de l'université pour le week-end, a souri de l'autre côté de la table. Peut-être que tu devrais écouter papa, Sabrina. Tout le monde n'est pas fait pour une vraie carrière. Cette nuit-là, j'ai pleuré jusqu'à m'endormir, mais le lendemain matin, j'ai pris ma décision. J'irai au collège communautaire, je travaillerai à plein temps et je poursuivrai mon diplôme de design quoi qu'il arrive. Quand j'ai annoncé cela au petit déjeuner, mon père a simplement haussé les épaules et a dit « Ta vie, ton erreur ». J'ai obtenu mon diplôme de lycée avec les honneurs et j'ai emménagé dans un minuscule appartement avec 2 colocataires tout en fréquentant le collège communautaire. Je travaillais près de 40 heures par semaine entre un emploi dans un café et un poste dans un magasin du centre commercial, tout en maintenant une moyenne de 3,8 dans mes cours de design. Je rendais visite à grand-mère Margaret dès que je le pouvais, puisant ma force dans sa foi inébranlable en moi. Après 2 ans de collège communautaire, j'ai été transféré dans une université d'État pour terminer ma licence en design graphique. À ce moment-là, je parlais à peine à mes parents. Nos interactions se limitaient à des visites obligatoires pour les fêtes où mon père posait des questions pointues sur mon potentiel de revenus, et ma mère me glissait des billets de $20 comme si j'étais encore une enfant, en chuchotant « au cas où tu aurais besoin de manger ». Brian avait obtenu son diplôme et trouvé un emploi dans une société financière, suivant les traces de notre père. Chaque réunion de famille devenait une occasion de mettre en valeur sa réussite et de souligner subtilement mon échec perçu. Brian vient d'avoir une promotion, annonçait fièrement ma mère, et il envisage d'acheter un appartement en centre-ville. La comparaison tacite flottait dans l'air comme un lourd nuage. Quand j'ai obtenu ma licence, j'avais 22 ans et je n'avais pas vécu à la maison depuis 4 ans. J'ai assisté seul à ma cérémonie de remise des diplômes, car mes parents avaient choisi d'assister à une conférence liée au travail de Brian à la place. Grand-mère Margaret, qui utilisait maintenant un déambulateur à cause de l'arthrite, était le seul membre de ma famille dans le public. Son sourire fier alors que je traversais la scène signifiait plus qu'un millier de parents absents. Mon diplôme enfin en poche, j'ai pris la décision de déménager à Philadelphie pour de meilleures opportunités d'emploi. La scène du design y était en pleine croissance, et j'avais décroché un stage qui pouvait mener à un emploi à temps plein. La veille de mon départ, j'ai dîné avec grand-mère Margaret. J'ai peur, ai-je admis en partageant une tarte sur son porche. Et s'ils avaient raison et que j'échouais? Elle a pris ma main dans la sienne, ses yeux bleus vifs malgré ses 82 ans. Sabrina, le seul véritable échec est de vivre le rêve de quelqu'un d'autre. Suis ton cœur, et je serai toujours là si tu as besoin d'un endroit sur où atterrir. Avec ces mots résonnant dans mon esprit, j'ai fait mes bagages le lendemain matin et j'ai conduit vers mon avenir, déterminé à prouver que je pouvais réussir par mes propres moyens, même si ma famille refusait de croire en moi. Mes 2 premières années à Philadelphie ont été difficiles mais enrichissantes. Je suis passé de mon stage à un poste de designer junior dans une petite agence de marketing. Le salaire était modeste, mais je me constituais un portfolio et je créais des liens dans le secteur. Je partageais un appartement de 2 chambres dans un quartier un peu miteux avec Jessica, une enseignante que j'avais rencontrée via une application de recherche de colocataires. Nous sommes rapidement devenus amis, transformant notre petit appartement en un foyer chaleureux avec des trouvailles de friperie et des projets de bricolage. J'appelais grand-mère Margaret chaque semaine et lui rendais visite quand je le pouvais. Mes contacts avec mes parents se sont réduits à des appels d'anniversaire obligatoires et à des visites tendues pour Thanksgiving. Brian avait de nouveau été promu et avait acheté cet appartement en centre-ville qu'il convoitait. Ma mère ne manquait jamais de le mentionner chaque fois que nous parlions. Puis, il y a 5 ans, tout s'est effondré. La récession a durement frappé notre secteur. L'agence de marketing pour laquelle je travaillais a perdu plusieurs clients importants en l'espace de 2 mois. Un lundi matin, nous sommes tous arrivés pour trouver les portes verrouillées et un avis de faillite scotché à la fenêtre. D'un seul coup, j'étais au chômage. J'ai immédiatement commencé à travailler en freelance, contactant d'anciens clients et postulant à tous les postes de designer que je pouvais trouver. Mais tout le monde réduisait les budgets, et les designers indépendants étaient parmi les premières dépenses supprimées. Mes économies, déjà maigres au départ, ont rapidement diminué alors que je continuais à payer le loyer et à faire les courses. Jessica m'aidait comme elle le pouvait, couvrant les charges et partageant les restes de la salle des professeurs, mais elle n'était guère riche elle-même. Après 3 mois de travail rare et de factures qui s'accumulaient, j'ai reçu un avertissement d'expulsion. J'avais payé une partie du loyer pendant 2 mois, mais la patience du propriétaire était à bout.
Jessica allait emménager avec son petit ami le mois suivant, et je n'avais aucun moyen de couvrir le loyer complet seul. La panique s'est installée lorsque j'ai réalisé que j'étais à quelques semaines de me retrouver à la rue. N'ayant personne d'autre vers qui me tourner, j'ai ravalé ma fierté et j'ai appelé mes parents. Le téléphone a sonné 4 fois avant que ma mère ne réponde d'un « Allô » distrait. « Maman, c'est Sabrina », ai-je dit, ma voix tremblant déjà. « J'ai besoin d'aide. » Il y a eu une pause, et je l'ai entendu appeler mon père. « Richard, c'est Sabrina. » J'ai expliqué ma situation aussi calmement que possible, demandant si je pouvais emprunter assez pour un mois de loyer pendant que je trouvais un travail stable. J'ai promis de les rembourser avec intérêt. Le silence qui a suivi ma demande s'est étiré jusqu'à devenir inconfortable. Finalement, la voix de mon père s'est fait entendre, froide et distante. « Sabrina, c'est exactement ce dont nous t'avions prévenu. Cette carrière instable que tu as choisie t'a mené exactement là où nous l'avions prédit. »« Papa, s'il te plaît, » ai-je murmuré, des larmes coulant maintenant sur mon visage. « J'ai juste besoin d'un peu d'aide pour me remettre sur pied. J'ai des entretiens prévus, mais j'ai besoin d'un endroit où vivre. » Nous avons aidé Brian avec ses frais de scolarité pour son MBA, a interjeté ma mère. Nous n'avons tout simplement pas de fonds supplémentaires en ce moment. Je savais que c'était un mensonge. Mes parents avaient toujours trouvé de l'argent pour les projets de Brian. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'ils n'avaient pas d'argent pour moi. Tu as fait ton choix en ignorant nos conseils, a poursuivi mon père. Peut-être que cela t'apprendra à prendre des décisions plus pratiques à l'avenir. L'appel s'est terminé sans aucune offre d'aide, pas même un endroit où rester temporairement. Je me suis assise sur le sol de ma chambre, entourée de cartons à moitié faits, sanglotant jusqu'à ce que je puisse à peine respirer. Cette nuit-là, j'ai appelé grand-mère Margaret mais je n'ai pas eu de réponse. Sa voisine a répondu le lendemain et m'a informé que ma grand-mère avait été hospitalisée pour une pneumonie. Je voulais désespérément aller la voir, mais je n'avais ni l'argent pour le voyage ni un endroit où laisser mes affaires. 2 semaines plus tard, j'ai été officiellement expulsé. Jessica m'a aidé à charger mes biens les plus essentiels dans ma Honda Civic de 12 ans. Mon équipement de design, mes vêtements et quelques objets personnels étaient tout ce que je pouvais y mettre. Le reste est allé dans un petit garde-meuble que j'ai payé avec mes 100 derniers dollars. N'ayant nulle part où aller, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents. C'était un soir d'octobre pluvieux quand je me suis garé dans leur allée. À travers les fenêtres, je pouvais les voir assis dans le salon, regardant la télévision. Je suis resté dans ma voiture pendant 20 minutes, rassemblant mon courage avant de finalement m'approcher de la porte et de sonner. Mon père a répondu, la surprise se transformant rapidement en désapprobation en voyant mon apparence débraillée et le désespoir dans mes yeux. « Sabrina, qu'est-ce que tu fais ici ? » ?»« Papa, j'ai perdu mon appartement. J'ai juste besoin d'un endroit où rester quelques semaines jusqu'à ce que je trouve du travail et que j'économise pour un nouvel endroit. S'il te plaît. » Il a regardé par-dessus moi ma voiture, remplie d'affaires, et a froncé les sourcils. C'est exactement ce qui arrive avec ces carrières artistiques. L'instabilité. Richard, qui est-ce ? Ma mère est apparue derrière lui, son expression se durcissant en me voyant. Notre fille semble s'être retrouvée sans abri, a-t-il répondu sans tenter de cacher son dédain. Je ne suis pas sans abri, ai-je dit, ma voix se brisant. J'ai juste besoin de ma famille en ce moment. Mon père a croisé les bras. Tu as choisi ta voie, Sabrina. Tu as choisi d'ignorer nos conseils. Maintenant, tu dois assumer la responsabilité de ces choix. Nous organisons la réunion de l'association de quartier demain, a ajouté ma mère. Ce n'est vraiment pas le bon moment. Je suis resté là sous la pluie, incapable de croire ce que j'entendais. Vous me renvoyez ? Votre propre fille ? Tu as clairement fait savoir que tu n'avais pas besoin de notre avis dans tes décisions de vie, a dit fermement mon père. Tu ne peux pas rejeter nos conseils et t'attendre ensuite à notre soutien lorsque ces décisions mènent à des difficultés. Sur ce, il a fermé la porte. Je suis resté sur le porche pendant plusieurs minutes, la pluie trempant ma veste, avant de retourner à ma voiture. Je suis resté assise dans leur allée, regardant leurs ombres bouger derrière les rideaux, attendant qu'ils changent d'avis et sortent. Ils ne l'ont jamais fait. Finalement, j'ai conduit jusqu'à un parking de Walmart où j'ai passé la nuit à dormir sur mon siège conducteur incliné, avec 25 $ à mon nom et nulle part où aller. J'ai appelé et envoyé des SMS à Brian, espérant que mon frère pourrait m'offrir de l'aide, mais mes messages sont restés sans réponse.
pendant 2 semaines, j'ai vécu dans ma voiture, me douchant dans une salle de sport où j'avais un abonnement et utilisant les ordinateurs de la bibliothèque pour chercher des emplois et des appartements. J'ai continué à appeler mes parents, laissant des messages vocaux de plus en plus désespérés qui n'ont jamais été retournés. Un soir, je suis passé devant leur maison et j'ai vu la voiture de Brian dans l'allée. Toute la famille était réunie, sauf moi. C'était le point le plus bas de ma vie. Je me sentais complètement abandonné, sans maison ni famille vers qui me tourner. Les personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement m'avaient rejeté quand j'en avais le plus besoin, tout cela parce que j'avais osé suivre ma propre voie plutôt que celle qu'ils avaient choisie pour moi. Par un matin de novembre particulièrement froid, j'étais assise dans un coin d'un café local, sirotant une unique tasse de thé que j'avais achetée pour justifier l'utilisation de leur Wi-Fi gratuit. J'étais là depuis des heures, à la recherche de contrats de design et d'options de logement abordables. Mon apparence s'était détériorée au fil des semaines passées à vivre dans ma voiture. Mes vêtements étaient froissés d'avoir été stockés dans des sacs poubelles, et malgré tous mes efforts sous les douches de la salle de sport, j'avais l'air visiblement négligé. J'étais si concentré sur mon ordinateur portable que je n'ai pas remarqué quelqu'un s'approcher jusqu'à ce qu'il parle. Sabrina? Sabrina Wilson? J'ai levé les yeux pour voir Eleanor Garcia, une ancienne collègue de l'agence de marketing. Elle était vêtue d'un élégant caban et tenait un gobelet de café à emporter, ressemblant exactement à la professionnelle accomplie que j'avais échoué à devenir. Eleanor. Salut, ai-je dit, immédiatement gêné par mon apparence. Je pensais bien que c'était toi. J'ai essayé de te joindre. Toutes les adresses e-mail de l'entreprise ont été désactivées à la fermeture de l'agence. Elle s'est glissée dans la chaise en face de moi, ne remarquant pas ou ignorant poliment mon état négligé. Comment vas-tu? Tu travailles quelque part de nouveau. J'ai envisagé de mentir, de maintenir une façade de réussite, mais j'étais trop épuisé pour faire semblant. Pas exactement. J'ai travaillé en freelance, mais c'est très calme. En fait, je suis un peu entre 2 logements en ce moment. L'expression d'Eleanor est passée de la convivialité décontractée à l'inquiétude. Entre 2 logements, comme en matière de logement? J'ai hoché la tête, retenant des larmes d'embarras. Ces derniers mois ont été difficiles. Eleanor s'est penchée en avant, baissant la voix. Sabrina, est-ce que tu vis dans ta voiture? La question directe a brisé le peu de sang-froid qu'il me restait. J'ai de nouveau hoché la tête, incapable de parler alors que les larmes coulaient sur mes joues. Eleanor a immédiatement rapproché sa chaise et a posé une main sur mon bras. Pourquoi n'as-tu contacté personne d'entre nous? Toute l'équipe a pris des nouvelles les uns des autres depuis la fermeture. Je ne voulais pas que quiconque sache à quel point j'échouais, ai-je admis. Tout le monde semblait retomber sur ses pieds. Eleanor a secoué la tête. Crois-moi, tout le monde a eu du mal. J'ai été au chômage pendant 6 semaines avant de trouver quelque chose. Elle a fait une pause, étudiant mon visage. Quand as-tu mangé un vrai repas pour la dernière fois? La question m'a fait réaliser que je ne m'en souvenais pas. J'avais survécu avec des barres de céréales et des articles du menu à $1 des fast-food quand je pouvais me le permettre. Allez, a dit Eleanor en se levant. Range tes affaires. Tu viens avec moi. Avant que je puisse protester, elle m'avait aidé à rassembler mon ordinateur portable et mon sac. Elle m'a conduite à sa voiture, insistant pour que je laisse la mienne temporairement sur le parking du café. 30 minutes plus tard, nous étions assises dans son appartement chaleureux pendant qu'elle préparait des sandwichs et de la soupe. Après avoir mangé, elle m'a montré sa chambre d'amis. Ce n'est pas grand-chose, mais il y a un vrai lit, et c'est à toi aussi longtemps que tu en auras besoin, a-t-elle dit en posant des serviettes propres sur la commode. J'étais submergé par sa gentillesse. Je ne peux pas accepter ça, Eleanor. Nous n'étions que des collègues. Nous étions une équipe, m'a-t-elle corrigé. Et maintenant, nous sommes amis. C'est ce que font les amis. Elle s'est assise sur le bord du lit. D'ailleurs, j'ai peut-être une opportunité de travail pour toi. Eleanor a expliqué que son petit ami, Michael, dirigeait un petit studio de design spécialisé dans le développement web. Ils avaient besoin de quelqu'un pour les aider avec les éléments graphiques et le design d'interface utilisateur. Le salaire était modeste, mais c'était un travail stable. Je ne peux rien promettre, a-t-elle prévenu. Mais je lui en parlerai ce soir. En attendant, prends une douche, dors vraiment, et nous trouverons une solution ensemble. Le lendemain matin, je suis allé avec Eleanor rencontrer Michael.
Son studio était petit mais en pleine croissance, et après avoir examiné mon portfolio, il m'a offert un poste sur le champ. C'était un poste de débutant, un pas en arrière par rapport à ma situation précédente, mais c'était un travail avec un salaire régulier. J'ai accepté immédiatement. Cet après-midi-là, Eleanor m'a aidé à récupérer ma voiture et les quelques biens avec lesquels je vivais. Alors que nous organisions la chambre d'amis, mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. Est-ce Sabrina Wilson, a demandé une voix inconnue quand j'ai répondu. Oui, c'est bien moi. C'est Nancy Holden, la voisine de votre grand-mère. J'essaie de vous joindre. L'état de votre grand-mère s'est aggravé. Les médecins ne sont pas optimistes. Mon cœur s'est serré. Dans le chaos de ma propre crise, je n'avais pas pu prendre des nouvelles de grand-mère Margaret aussi fréquemment. J'avais laissé des messages au numéro de sa voisine, mais nous avions manqué nos appels respectifs. Elle vous a demandé, a poursuivi Nancy. Je pense que vous devriez venir si vous le pouvez. J'ai expliqué la situation à Eleanor, qui a immédiatement proposé de me conduire les 3 heures jusqu'à la ville de ma grand-mère. Nous partons tout de suite, a-t-elle insisté. Laisse-moi juste appeler Michael pour reporter la réunion de demain. Nous sommes arrivés à l'hôpital juste après 21h ce soir-là. Grand-mère Margaret paraissait si petite dans le lit d'hôpital, connectée à l'oxygène et au moniteur. Ses yeux se sont illuminés quand elle m'a vu, cependant, et elle a tendu une main frêle. Ma Sabrina, a-t-elle murmuré. Je savais que tu viendrais. Je suis resté avec elle toute la nuit, lui tenant la main et lui parlant de ma nouvelle opportunité d'emploi. Je ne l'ai pas accablée avec les détails de ma situation de sans-abri ou du rejet de mes parents. Elle était trop faible pour des nouvelles aussi bouleversantes. Au lieu de cela, je me suis concentré sur la tournure positive que ma situation avait prise, grâce à Eleanor. Je te l'ai toujours dit, a-t-elle murmuré. Tu traces ton propre chemin. Aux petites heures du matin, elle m'a demandé de récupérer une petite boîte dans son sac à main que Nancy avait apportée à l'hôpital. À l'intérieur se trouvait une clé et un document plié. Mon testament, a-t-elle expliqué doucement. La maison est à toi. Elle t'a toujours été destinée. J'ai essayé de protester, de lui dire qu'elle se remettrait et rentrerait chez elle, mais elle a secoué la tête. Écoute maintenant, a-t-elle dit, sa voix étonnamment ferme malgré sa faiblesse. Tu as l'esprit, la force. Brian a tes parents. Toi, tu as besoin de racines. 2 jours plus tard, grand-mère Margaret est décédée paisiblement dans son sommeil, sa main dans la mienne. Malgré mon chagrin, j'ai dû gérer les questions pratiques de son décès. L'hôpital a contacté mes parents, qui sont arrivés pour les arrangements funéraires, l'air convenablement sombre mais largement non impliqué dans les détails. Pendant la lecture du testament, leur attitude a changé radicalement. Grand-mère Margaret m'avait en effet légué son cottage et ses économies, ne laissant que de petits souvenirs à ma mère et à Brian. Le visage de mon père s'est assombri de colère, et ma mère a fondu en larmes. Mère t'a toujours préféré, m'a-t-elle accusé après le départ de l'avocat. Même si tu lui as à peine rendu visite ces dernières années. Je n'avais pas l'énergie d'expliquer que des contraintes financières, et non un manque d'affection, avaient limité mes visites. Au lieu de cela, j'ai remercié l'avocat, récupéré les clés de la maison de ma grand-mère et commencé le processus d'emménagement dans mon héritage inattendu. Le cottage avait besoin de travaux. Il avait été bien entretenu mais reflétait les 85 ans de ma grand-mère dans son décor et ses appareils. Pourtant, il était à moi. Une maison que personne ne pouvait me prendre. Eleanor m'a aidé à emménager, apportant des produits de première nécessité de son appartement et passant un week-end à m'aider à nettoyer. Elle a une bonne ossature, a-t-elle déclaré alors que nous frottions la cuisine, et une lumière naturelle incroyable pour un bureau à domicile. Pour la première fois depuis des mois, je me suis endormi en me sentant en sécurité et avec un sentiment de possibilité. Dans le jardin de ma grand-mère, maintenant envahi par la végétation mais toujours magnifique, je pouvais presque entendre sa voix. Tu construis ton propre abri, Sabrina. Tu en as toujours été capable. Avec un toit solidement sur ma tête et un emploi stable que je pouvais exercer à distance, j'ai commencé le processus de reconstruction de ma vie. J'ai transformé la petite pièce avant du cottage en bureau à domicile, investissant dans un nouveau bureau et l'équipement de design dont j'avais besoin. Michael était satisfait de mon travail et a progressivement augmenté mes responsabilités et mon salaire à mesure que je faisais mes preuves. Le cottage lui-même est devenu mon projet passion. J'ai abordé une pièce à la fois, peignant,
remplaçant les luminaires et modernisant soigneusement tout en conservant le caractère que grand-mère Margaret avait aimé. Le jardin, qui avait été sa fierté et sa joie, est devenu ma thérapie du week-end. Je ne connaissais rien aux plantes au début, mais j'ai acheté des livres, regardé des vidéos et, lentement, j'ai redonné vie aux parterres envahis par la végétation. Vivre dans une petite ville après des années en ville a nécessité une adaptation. Au début, je suis resté seul, encore à vivre du rejet de ma famille et méfiante à l'idée de nouer de nouvelles relations. Mais les petites villes ont une façon de vous attirer, que vous le vouliez ou non. Cela a commencé avec Madame Jenkins, ma voisine, qui a apporté un gratin pour souhaiter la bienvenue à la nouvelle voisine, bien qu'elle me connaisse comme la petite fille de Margaret depuis des années. Puis il y a eu Tom de la quincaillerie, qui a commencé à mettre de côté des poignées de porte vintage qu'il pensait correspondre au caractère du cottage. Bientôt, je me suis retrouvé à échanger des saluts et des petites conversations avec les gens sur mon chemin vers la poste ou l'épicerie. 6 mois après mon emménagement, j'ai eu mon premier véritable ami en ville. J'avais fréquenté la petite librairie locale, en partie pour l'inspiration en design et en partie pour l'excellent café qu'ils servaient dans leur café attenant. Le propriétaire, Patrick Lewis, avait à peu près mon âge et avait hérité de la boutique de son oncle juste un an avant que je déménage en ville. « Vous allez user ce livre de design ?» a-t-il commenté un jour alors que j'achetais un autre café en parcourant le même volume sur la décoration d'intérieur. Pourquoi ne pas l'acheter, tout simplement? Contrainte budgétaire, ai-je admis avec un sourire. Je rénove petit à petit. Le lendemain, quand je suis arrivé, le livre était emballé dans du papier craft derrière le comptoir avec une note, honoraire de consultante en rénovation. Votre sagesse en matière de café a amélioré notre menu. Patrick. Nous sommes devenus amis à travers les livres et le café, partageant des recommandations et finalement des repas. Il était facile de parler avec Patrick, sans aucun du jugement auquel j'étais habitué de la part de ma famille. Quand je lui ai finalement raconté toute l'histoire de mon arrivée en ville, il a écouté sans interruption. « Tes parents ont l'air d'être de sacrés numéros », fut son seul commentaire quand j'ai terminé. C'est leur perte. Alors que mes compétences en design et ma liste de clients se développaient, j'ai décidé de prendre un risque. En utilisant mes économies, j'ai lancé mon propre petit studio de design, Elevation Design, axé sur l'image de marque pour les petites entreprises. Mon expérience chez Michael m'avait montré que de nombreuses entreprises locales avaient du mal avec leur identité visuelle mais ne pouvaient pas se permettre les frais des grandes agences. J'ai commencé avec un site web et des cartes de visite, puis j'ai commencé à approcher les magasins et restaurants locaux. Mon premier client fut Patrick, qui avait besoin d'un nouveau logo et d'une nouvelle signalétique pour la librairie. De là, le bouche-à-oreille a fait son effet. En un an, j'avais suffisamment de clients réguliers pour quitter mon poste chez Michael, bien que nous ayons maintenu une relation de collaboration, nous référant des clients mutuellement. À mesure que mon entreprise grandissait, mon investissement dans le cottage a également augmenté. J'ai remplacé le toit vieillissant, modernisé l'ancien système de chauffage et rénové la cuisine avec des appareils modernes tout en conservant les charmants placards que grand-mère Margaret avait aimés. La valeur de la propriété a considérablement augmenté à chaque amélioration, mais cela était secondaire à la création d'une maison qui l'honorait tout en reflétant mon propre style. Le jardin s'est épanoui sous mes soins de plus en plus experts. J'ai ajouté un petit patio où je pouvais travailler à l'extérieur par beau temps et un brasero pour me détendre le soir. Patrick me rejoignait souvent là-bas, apportant des livres qu'il pensait que j'apprécierais et écoutant mes idées pour de nouveaux projets. Au 5e anniversaire du décès de grand-mère Margaret, ma vie s'était complètement transformée. Elevation Design comptait 3 employés en plus de moi, opérant depuis un garage aménagé sur ma propriété. Je m'étais établi dans la communauté, rejoignant l'association des petites entreprises et aidant même à organiser le festival des arts annuels. Ma relation avec Patrick s'était approfondie en quelque chose de plus que de l'amitié, bien que nous prenions les choses lentement, valorisant tous deux notre indépendance. Mon cercle d'amis comprenait Eleanor et Michael, qui me rendaient visite régulièrement, et un réseau croissant de relations locales. Je n'avais pas parlé à mes parents ni à Brian depuis les funérailles. Parfois, je recevais une carte de Noël sans message personnel, juste leurs noms imprimés. J'envoyais des cartes impersonnelles similaires en retour, ne voulant pas couper complètement le dernier film et me protégeant de nouvelles blessures. Le cottage, autrefois le havre de ma grand-mère, était devenu mon propre sanctuaire et l'histoire de ma réussite. La fille qui avait autrefois dormi dans sa voiture possédait maintenant une maison sans dette, dirigeait une entreprise rentable et avait créé une vie remplie de relations significatives.
J'avais fait exactement ce que grand-mère Margaret croyait que je pouvais faire, construire mon propre abri, à la fois physiquement et émotionnellement. Ce que je ne réalisais pas, c'est que ma paix durement gagnée était sur le point d'être brisée par les personnes même qui m'avaient autrefois rejeté. Le premier signe est apparu sous la forme d'un courriel de Brian un mardi matin ordinaire. Voir son nom dans ma boîte de réception après 5 ans de silence a soudainement rendu mon café amer. L'objet était « Prendre des nouvelles ». Chère Sabrina, le message commençait avec une chaleur artificielle. Cela fait trop longtemps que nous n'avons pas été en contact. Je suis récemment tombé sur le site web de ton entreprise de design et j'ai été impressionné par ce que tu as accompli. Maman et papa ont mentionné qu'ils n'ont pas eu de tes nouvelles depuis des années et qu'ils sont inquiets. J'espère que tout va bien. Rattrapons le temps perdu bientôt. Brian. J'ai fixé l'écran, lisant et relisant le bref message. Il n'y avait aucune reconnaissance de son silence quand j'avais besoin d'aide, aucune mention de leur rejet quand j'étais sans abri, juste un décontracté, prendre des nouvelles, comme si nous avions simplement perdu le fil de nos vies par négligence mutuelle. J'ai montré le courriel à Patrick lors de notre déjeuner ce jour-là. On dirait que quelqu'un veut quelque chose, a-t-il commenté en me rendant mon téléphone. Les gens ne vous contactent généralement pas après 5 ans de silence juste pour dire bonjour. J'ai hoché la tête, le même soupçon s'étant formé dans mon esprit. Le moment est étrange aussi. Pourquoi maintenant? Vas-tu répondre? J'ai réfléchi à la question. Pas encore. Je veux voir s'il y a plus derrière cet intérêt soudain. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné avec le numéro de mes parents. Après 5 ans de silence, la vue de ce numéro était si surprenante que j'ai répondu sans réfléchir. Sabrina, ma chérie. La voix de ma mère, artificiellement joyeuse. C'est si bon d'entendre enfin ta voix. Maman, ai-je répondu d'un ton neutre. C'est inattendu. Eh bien, nous avons beaucoup pensé à toi ces derniers temps. Brian a mentionné qu'il t'avait contacté et n'avait pas eu de réponse. Nous étions inquiets. J'ai été occupé, ai-je dit. Gérer mon entreprise prend beaucoup de temps. Oui, nous avons vu ton site web. Très impressionnant, ma chérie. Ton père et moi disions justement à quel point nous sommes fiers de ce que tu as accompli. Les éloges sonnaient creux après des années de critiques et d'abandon. Ma mère a continué avant que je puisse répondre. Quoi qu'il en soit, nous nous sentons mal à propos des malentendus du passé. La famille est si importante, et nous aimerions renouer les liens. Peut-être pourrions-nous venir te rendre visite bientôt. Des malentendus, ai-je répété, incapable de cacher le tranchant dans ma voix. C'est comme ça que vous appelez le fait de renvoyer votre fille quand elle était sans abri? Il y a eu une pause avant que ma mère ne reprenne la parole, sa voix plus basse. Nous avons tous fait des erreurs, Sabrina. Nous traversions nous-mêmes une période difficile. Mais c'est du passé. Nous devrions nous concentrer sur la reconstruction de notre relation maintenant. Quelque chose dans son ton m'a semblé répéter, comme si elle avait pratiqué cette conversation. J'ai accepté de réfléchir à une visite sans m'engager sur des dates, puis j'ai mis fin à l'appel aussi rapidement que possible. Ce soir-là, j'ai reçu un autre appel, cette fois de Brian. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Salut, sœurette, a-t-il dit avec une gaieté forcée. Maman a dit que vous aviez parlé. C'est génial que nous renouions tous les liens. Qu'est-ce qui se passe, Brian, ai-je demandé directement. Pourquoi cet intérêt soudain pour une réunion de famille après 5 ans? Il a ri, le son légèrement tendu. Un frère ne peut-il pas vouloir renouer avec sa sœur? Mais puisque tu le demandes, les choses ont été difficiles ces derniers temps. Au cours des 20 minutes suivantes, Brian a révélé la situation familiale. Il avait pris plusieurs mauvaises décisions d'investissement, perdant la plupart de ses économies et accumulant des dettes importantes. Notre père avait été contraint à une retraite anticipée de la banque après qu'une enquête interne ait révélé des irrégularités dans ses pratiques de gestion. Bien qu'il ait évité des poursuites pénales, sa réputation était ruinée. Notre mère avait développé des problèmes de dos qui l'empêchaient de travailler à plein temps à l'hôpital. Nous avons dû réduire considérablement notre train de vie, a expliqué Brian. L'appartement a été saisi, et maman et papa ont dû vendre la maison. Ils sont dans un petit appartement maintenant. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je dit, le pensant sincèrement malgré tout. Ça doit être difficile. Oui. Eh bien,
la famille doit se serrer les coudes dans les moments difficiles, non? L'ironie de sa déclaration semblait lui échapper. Quoi qu'il en soit, nous pensions que nous pourrions venir te rendre visite le week-end prochain, découvrir ta ville, voir l'ancienne maison de grand-mère, renouer les liens. J'ai accepté à contre-cœur un déjeuner le samedi, fixant des limites claires, ce serait une visite brève, pas une nuitée. Après avoir raccroché, j'ai appelé Patrick. Ils viennent samedi, lui ai-je dit. Et d'après ce que Brian a dit, ils ont des problèmes financiers. Tu veux que je sois là, a proposé Patrick. Pour un soutien moral. J'ai accepté avec gratitude, me sentant déjà anxieuse à propos de la réunion imminente. Ce samedi-là, ma famille est arrivée précisément à midi. Mon père avait l'air plus âgé, sa présence autrefois imposante diminuée par les circonstances. Ma mère m'a étreinte les yeux larmoyants tandis que Brian restait en retrait, examinant le cottage avec un intérêt non dissimulé. Tu as fait des merveilles avec l'endroit, a commenté ma mère alors que je leur faisais un bref tour. C'est tellement plus agréable que lorsque ta grand-mère y vivait. Grand-mère le gardait parfaitement bien, ai-je répondu froidement. J'ai juste modernisé certaines choses tout en conservant son style. Ça a dû coûter une fortune, a remarqué mon père, scrutant les nouveaux appareils de cuisine. On dirait que ta petite entreprise de design marche bien. Élévation Design marche très bien, a interjeté Patrick en douceur. Sabrina a des clients dans 3 États maintenant. Les yeux de mon père se sont légèrement plissés à la présence de Patrick, ne s'attendant clairement pas à ce que j'ai du renfort. Et vous êtes? Patrick Lewis. Je possède la librairie en ville et je connais Sabrina depuis qu'elle a emménagé ici. Le déjeuner fut une affaire tendue, mes parents et Brian alternant entre les compliments sur la maison et la mise en évidence subtile de leurs difficultés actuelles. Ma mère a mentionné leur appartement exigu 3 fois. Brian a parlé du marché du travail qui était impossible, malgré ses qualifications. Alors qu'il se préparait à partir, Brian a demandé à utiliser les toilettes. Il est parti pendant un temps inhabituellement long, et à son retour, j'ai remarqué son téléphone à la main. On capte bien ici, a-t-il commenté nonchalamment. Le cottage a vraiment une bonne structure. Un bon investissement immobilier. Après leur départ, Patrick m'a aidé à nettoyer. Eh bien, c'était gênant, a-t-il dit en chargeant le lave-vaisselle. As-tu remarqué que ton frère prenait des photos de chaque pièce? J'ai hoché la tête, un sentiment de malaise dans l'estomac. Et mon père qui posait des questions sur les prix de l'immobilier dans la région, et ma mère qui commentait l'espace qu'il y a pour une seule personne. Il prépare quelque chose, a dit Patrick, énonçant ce que nous savions tous les deux. Sois prudente, Sabrina. La semaine suivante a été marquée par des appels quotidiens de ma famille. Ma mère voulait des recettes que j'avais servies au déjeuner. Mon père avait des questions sur le système de chauffage. Brian se demandait si j'avais l'acte de propriété original de grand-mère Margaret. Chaque conversation ressemblait à une sonde, testant les vulnérabilités. La vérité est devenue claire lors de leur deuxième visite 2 semaines plus tard. Alors que nous étions assis dans le jardin, mon père a abordé le sujet directement. Sabrina, ta mère et moi avons réfléchi. Cette maison à 3 chambres, et tu n'es qu'une seule personne. Nous avons du mal dans ce petit appartement. Il serait logique que nous emménagions ici. Une maison de famille devrait abriter une famille. Je l'ai regardé, momentanément sans voix. C'est ma maison, ai-je finalement dit. Je l'ai héritée de grand-mère. Oui, mais elle voulait sûrement qu'elle profite à toute la famille, a interjeté ma mère. Elle n'aurait pas voulu que nous soyons en difficulté alors que tu as tout cet espace. En fait, elle me l'a spécifiquement laissé parce qu'elle savait que je m'en occuperais correctement, ai-je répondu, la colère montant, et parce qu'elle savait que j'étais la seule à vraiment l'apprécier. Eh bien, peu importe ses intentions, a dit mon père d'un ton dédaigneux, nous sommes une famille. Nous devrions nous soutenir mutuellement. Brian pourrait prendre la chambre au-dessus du garage, et ta mère et moi prendrions la chambre principale. C'est mon bureau, ai-je dit, incrédule. Où je dirige mon entreprise. Tu pourrais déplacer ton petit ordinateur dans la salle à manger, a suggéré ma mère, comme si elle résolvait un simple problème. Ce serait une utilisation beaucoup plus efficace de l'espace. Ça n'arrivera pas, ai-je déclaré fermement. Je suis désolé pour votre situation, mais vous ne pouvez pas emménager ici. La conversation s'est envenimée à partir de là,
mon père devenant de plus en plus insistant et ma mère alternant entre la culpabilisation et les commentaires passifs-agressifs. Brian est resté étrangement silencieux, tapant sur son téléphone tout au long de la dispute. Après leur départ, j'ai immédiatement appelé mon avocat, le même qui avait géré le testament de grand-mère Margaret. J'ai expliqué la situation et lui ai demandé de vérifier tous les documents relatifs à ma propriété. Tout est en ordre, m'a-t-il assuré. La maison est uniquement à votre nom. Ils n'ont aucun droit légal sur elle. Malgré cette assurance, j'ai suivi la suggestion de Patrick et j'ai installé des caméras de sécurité couvrant les entrées de la maison et de la propriété. Quelque chose me disait que cette confrontation était loin d'être terminée. 3 semaines après la visite inconfortable, je devais assister à une conférence sur le design à Boston. C'était une occasion importante de rencontrer des clients potentiels et de me renseigner sur les évolutions du secteur. Patrick a proposé de surveiller la maison pendant mon absence, mais il avait la librairie à gérer et ne pouvait passer que de temps en temps. La conférence a duré 3 jours. Le deuxième soir, alors que je réseautais lors d'une réception, j'ai reçu un texto de ma voisine, Madame Jenkins, je pensais que tu étais absente jusqu'à demain. J'ai vu des lumières allumées dans ta maison et des gens qui bougeaient à l'intérieur. Tout va bien? Mon cœur s'est emballé et je l'ai appelé immédiatement. Madame Jenkins, je suis toujours à Boston. Il ne devrait y avoir personne dans ma maison. Oh, mon Dieu, a-t-elle répondu, l'inquiétude évidente dans sa voix. Dois-je appeler la police? Non, laissez-moi d'abord vérifier mes caméras de sécurité, ai-je dit, essayant de rester calme. Je vous rappelle tout de suite. J'ai ouvert l'application de sécurité sur mon téléphone avec des doigts tremblants. Les images montraient la voiture de mon père dans l'allée et 3 silhouettes déchargeant des cartons et des valises. J'ai regardé, incrédule, mon père utilisait quelque chose pour forcer la serrure de la porte arrière, puis laisser entrer ma mère et Brian. J'ai immédiatement appelé Patrick, qui fermait la librairie. Ils s'introduisent par effraction dans ma maison, lui ai-je dit, la voix tremblante. Ils emménagent pendant que je suis parti. J'arrive tout de suite, a-t-il promis. Dois-je appeler la police? Pas encore, ai-je dit, encore en train de digérer la trahison. Laisse-moi d'abord essayer de les appeler. J'ai appelé le portable de mon père, regardant sur la caméra comment il vérifiait l'écran, puis décliné l'appel. J'ai essayé ma mère et Brian avec le même résultat. Finalement, j'ai appelé la ligne fixe que j'avais installée dans le cottage. Après plusieurs sonneries, Brian a répondu. Allô, résidence Wilson, a-t-il dit nonchalamment, comme s'il était chez lui. Brian, qu'est-ce que vous fichez dans ma maison, ai-je exigé. Il y a eu une pause, puis un soupir. Sabrina, nous allions t'appeler demain. Nous sommes juste en train de nous installer. Vous installer? Vous êtes entré par effraction dans ma maison. Vous êtes en violation de propriété. Ne sois pas dramatique, a-t-il répondu froidement. C'est une maison de famille. Nous sommes une famille. D'ailleurs, ce n'est pas comme si tu avais besoin de tout cet espace juste pour toi. J'ai entendu mon père en arrière-plan, et Brian a partiellement couvert le téléphone. J'ai tout de même pu distinguer mon père dire, dis-lui que nous en discuterons à son retour. La décision a été prise. Vous devez partir tout de suite, ai-je déclaré, luttant pour contrôler ma colère. J'appelle la police si vous n'êtes pas sorti de ma maison dans 30 minutes. La voix de Brian s'est durcie. Ce serait une erreur, Sabrina. Nous n'avons nulle part où aller. Et appeler la police contre ta propre famille serait cruel. De plus, ce sont maman et papa qui ont le vrai lien familial avec cette maison, pas toi. C'est ma maison, Brian. Grand-mère me l'a laissée. Une simple formalité, a-t-il balayé d'un revers de main. Quoi qu'il en soit, nous avons déjà parlé à un avocat pour contester le testament. Grand-mère était âgée et pas tout à fait compétente quand elle a pris ses dispositions. Nous avons de bonnes chances de le faire annuler. La menace m'a glacé le sang. Même si je savais qu'il n'avait aucun fondement juridique, l'idée d'une bataille judiciaire était intimidante. J'ai mis fin à l'appel et j'ai immédiatement réservé un vol de retour pour le lendemain matin, manquant le dernier jour de la conférence. Patrick m'a retrouvé à l'aéroport, le visage sombre. Ils sont toujours là, a-t-il rapporté. Je suis passé ce matin. Ton père a répondu à la porte et m'a dit que c'était une affaire de famille et de me mêler de mes affaires.
As-tu appelé la police? Ai-je demandé alors que nous nous dirigions vers le cottage. J'ai pensé que cette décision te revenait, a-t-il répondu. Mais j'ai parlé à ton avocat. Il a dit que leurs affirmations sur la contestation du testament sont absurdes. Ta grand-mère passait des évaluations cognitives régulières dans le cadre de ses soins médicaux, et elle était pleinement compétente lorsqu'elle a mis à jour son testament. Quand nous sommes arrivés au cottage, j'ai été choqué de voir que ma famille avait déjà apporté des changements visibles. Les coussins décoratifs de ma mère ornaient la balançoire du porche. Les clubs de golf de mon père se tenaient près de la porte d'entrée. Ils avaient littéralement emménagé, s'appropriant les lieux en mon absence. J'ai pris une profonde inspiration et je suis entré dans ma propre maison en utilisant ma clé. La scène à l'intérieur était pire que je ne l'avais imaginé. Mon salon soigneusement agencé avait été réorganisé. Des cartons d'affaires de mes parents étaient empilés dans les coins. Des photos de famille que j'avais enlevées il y a des années avaient été placées sur la cheminée, remplaçant mes propres photos. Ma mère est sortie de la cuisine, surprise de me voir. Sabrina, nous ne t'attendions pas avant demain. Clairement, ai-je répondu froidement. Où est papa? Dans la chambre principale, en train d'organiser ses vêtements. La façon décontractée dont elle parlait de ma chambre a fait monter la colère en moi. J'ai trouvé mon père en train de suspendre ses costumes dans mon placard, mes propres vêtements poussés d'un côté. Brian était dans la pièce au-dessus du garage, mon bureau, où il avait déplacé mon équipement de design dans un coin pour faire de la place pour son lit. Je les ai rassemblés dans le salon, Patrick se tenant derrière moi en soutien. Vous devez tous partir, ai-je déclaré fermement. Allons, Sabrina, sois raisonnable, a commencé mon père de son ton autoritaire. Cet arrangement est logique pour tout le monde. Tu as cette grande maison pour toi toute seule alors que nous avons des difficultés. Une situation que vous avez vous-même créée, ai-je souligné, et qui n'a absolument rien à voir avec le fait que je sois propriétaire de ma maison. Tu n'as même pas de vraie famille, a dit ma mère avec un venin surprenant. Pas de mari, pas d'enfant, juste toi et ta petite entreprise. Nous avons plus besoin de cette maison que toi. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la propriété, a interjeté Patrick. Mon père s'est tourné vers lui avec un regard furieux. Cela ne vous concerne pas. C'est une affaire de famille. Patrick est plus une famille pour moi que vous ne l'avez jamais été, ai-je répondu. Il ne m'a pas abandonné quand j'étais sans abri et désespéré. De l'histoire ancienne, a balayé Brian d'un geste dédaigneux. Nous sommes là maintenant, prêts à être de nouveau une famille. Après avoir épuisé vos ressources et avoir besoin de quelque chose de moi, ai-je dit. Il ne s'agit pas de famille. Il s'agit de vous qui voulez ma maison. Nous allons prendre cette maison, a déclaré mon père sans ambages, abandonnant toute prétention, d'une manière ou d'une autre. Nous avons déjà parlé à un avocat de nos options. Vos options inexistantes, ai-je corrigé. La maison est légalement à moi pour l'instant, a-t-il dit avec une confiance dérangeante. Mais nous avons des preuves documentées du déclin de l'état mental de notre grand-mère, et en tant que ses descendants directs, nous avons de solides arguments pour un héritage légitime. Je savais qu'il bluffait, mais la confrontation était allée assez loin. Sans un mot de plus, j'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le 911. Qu'est-ce que tu fais? A exigé ma mère, ses yeux s'écarquillant. J'appelle la police pour signaler des intrus dans ma maison, ai-je répondu calmement. Nous ne sommes pas des intrus. Nous sommes ta famille, a-t-elle crié. La famille ne s'introduit pas par effraction dans les maisons des uns et des autres, ai-je dit alors que le répartiteur répondait. J'ai signalé la situation, donnant mon adresse et expliquant que des personnes étaient entrées dans ma maison sans permission et refusaient de partir. Mon père s'est jeté sur le téléphone, mais Patrick s'est interposé entre nous. N'aggrave pas les choses, a-t-il prévenu mon père. Les 15 minutes qu'il a fallu à la police pour arriver furent tendues et silencieuses. Lorsque 2 officiers ont frappé à la porte, j'ai répondu et expliqué la situation, leur montrant ma pièce d'identité avec l'adresse du cottage et l'acte de propriété. Ces personnes sont entrées dans ma maison sans permission pendant mon absence, ai-je expliqué. Ils ont endommagé la serrure de ma porte arrière pour entrer et ont refusé de partir. Mon père a tenté de faire valoir qu'il s'agissait d'un désaccord familial et non d'une affaire de police, mais les officiers ont été clairs. Monsieur, si vous n'avez pas de résidence légale ici et que la propriétaire veut que vous partiez, vous devez partir, a déclaré fermement l'officier plus âgé. Sinon, vous serez arrêté pour violation de propriété. C'est ridicule.
C'est ma fille, a protesté mon père. Cela ne vous donne pas le droit d'entrer sur sa propriété sans permission, a répondu l'officier. Vous avez 30 minutes pour rassembler vos effets personnels immédiats. Tout le reste pourra être récupéré à une date ultérieure. Alors qu'ils rassemblaient leurs affaires sous la surveillance de la police, ma mère s'est approchée de moi, les larmes aux yeux. Comment as-tu pu faire ça à tes propres parents? Je l'ai regardé droit dans les yeux. De la même manière que vous avez pu renvoyer votre fille quand elle n'avait nulle part où aller. Les images de sécurité de leur effraction ont été fournies à la police, qui m'a conseillé sur l'obtention d'une ordonnance restrictive. Mon avocat a déposé les documents le lendemain, et en une semaine, une ordonnance temporaire a été accordée, empêchant ma famille de s'approcher de ma propriété. En regardant la police escorter ma famille hors de ma maison, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. Il y avait de la douleur face à la profondeur de leur trahison, de la colère face à leur sentiment de droit, mais surtout un sentiment de juste validation. Pour la première fois, j'avais tenu tête à leur manipulation et à leur abus émotionnel. Cette nuit-là, après avoir sécurisé la maison avec de nouvelles serrures, je me suis assise avec Patrick sur la balançoire du Porsche que ma grand-mère avait aimé. Tu as fait ce qu'il fallait, m'a-t-il assuré, son bras autour de mes épaules. Je sais, ai-je répondu en regardant les étoiles apparaître dans le ciel du soir. Ça n'aurait juste pas dû en arriver là. Les suites judiciaires de la tentative de prise de contrôle de ma famille ont duré plusieurs mois. L'ordonnance restrictive temporaire est devenue permanente lorsque des preuves de leur plan prémédité ont émergé. Des messages textes récupérés sur le téléphone de Brian ont révélé leur stratagème pour emménager en mon absence et invoquer la détresse émotionnelle, si j'essayais de les expulser. Leur bluff sur la contestation du testament s'est avéré totalement infondé lorsque mon avocat a présenté les dossiers médicaux de grand-mère Margaret confirmant son bon état mental. Mon père et Brian ont fait face à des accusations pénales mineures pour l'effraction, ce qui a abouti à une probation et à des travaux d'intérêt général. Tout au long de la procédure, ils ont maintenu qu'ils n'avaient rien fait de mal, que la propriété familiale devait être partagée. Ma mère, cependant, a commencé à montrer des signes de regret à mesure que les conséquences de leurs actions devenaient claires. 3 semaines après l'audience, j'ai reçu une lettre manuscrite de sa part. Contrairement au ton défensif et arrogant qu'ils avaient tous adopté auparavant, ces mots semblaient sincèrement pleins de remords. Je n'attends pas de pardon, écrivait-elle. Mais j'ai besoin que tu saches que je vois maintenant à quel point nous t'avons terriblement fait défaut. Pas seulement dans ces événements récents, mais tout au long de ta vie. Ton père et Brian sont toujours en colère, mais je ne peux pas continuer à prétendre que ce que nous avons fait était justifié. Quand tu avais le plus besoin de nous, nous t'avons tourné le dos. Il n'y a aucune excuse pour cela. La lettre a suscité des sentiments compliqués. Une partie de moi voulait croire en son remords, tandis qu'une autre restait méfiante face à une nouvelle manipulation. Après mûre réflexion, j'ai répondu par une brève lettre courtoise, reconnaissant ses excuses sans offrir de réconciliation immédiate. La confiance, une fois si profondément brisée, ne pouvait pas être rapidement reconstruite. L'expérience a laissé des cicatrices émotionnelles qui ont nécessité une aide professionnelle pour être traitées. J'ai commencé à voir un thérapeute spécialisé dans les traumatismes familiaux, rejoignant un groupe de soutien pour les personnes ayant des relations familiales toxiques. Les histoires partagées par d'autres qui avaient vécu des trahisons similaires m'ont aidé à comprendre que ma situation n'était pas unique et que fixer des limites n'était pas seulement acceptable mais nécessaire pour guérir. La famille ne se définit pas par le sang, me rappelait souvent mon thérapeute. Elle se définit par un amour, un respect et un soutien constant. Cette vérité a résonné profondément en moi alors que je réfléchissais à ceux qui m'avaient réellement apporté ces choses dans ma vie. Patrick, dont la présence indéfectible était devenue une pierre angulaire de mon bonheur. Eleanor, qui m'avait tendu une bouée de sauvetage lorsque j'étais au plus bas. La communauté de voisins et de collègues petits entrepreneurs qui m'avaient accueilli sans jugement. Ma relation avec Patrick s'est approfondie au cours de ces mois difficiles. Son soutien indéfectible pendant la crise familiale m'avait montré à quoi ressemblait un véritable partenariat. Au premier anniversaire de l'incident de l'effraction, il m'a demandé en mariage dans le jardin de grand-mère Margaret, maintenant florissant avec les vivaces que j'avais plantées en sa mémoire. Tu mérites une famille qui voit ta valeur, a-t-il dit en me tendant une bague simple et élégante. Je serais honoré de fonder cette famille avec toi. 6 mois plus tard, nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie dans ce même jardin. Eleanor était ma demoiselle d'honneur, et Michael était aux côtés de Patrick. Mes parents et Brian n'étaient pas invités, une limite qui a protégé la joie de cette journée.
Au lieu de cela, j'étais entouré de la famille que j'avais choisie, des personnes qui avaient prouvé leur amour par des actes plutôt que par un simple lien biologique. Alors que la vie reprenait un cours normal, je me suis surprise à réfléchir aux moyens de transformer mes expériences douloureuses en quelque chose de significatif. Le cottage, autrefois source de conflits, est devenu un sanctuaire, non seulement pour moi, mais aussi pour d'autres dans le besoin. J'ai créé une petite fondation au nom de Grand-mère Margaret, offrant un logement temporaire et un mentorat professionnel aux jeunes adultes confrontés au sans-abrisme en raison du rejet familial. Tout le monde mérite un endroit sur où atterrir, ai-je expliqué au journal local lorsqu'ils ont couvert le lancement de la fondation. Et tout le monde mérite la chance de construire sa propre histoire de réussite. Le premier bénéficiaire fut Jem, un étudiant en design graphique de 22 ans dont les parents lui avaient coupé les vivres lorsqu'il avait changé de spécialisation, passant du commerce à l'art. Les parallèles avec ma propre histoire étaient frappants. Je lui ai offert l'appartement au-dessus du garage, maintenant transformé en un véritable espace de vie, et un stage chez Elevation Design. Le voir reprendre confiance en lui m'a rappelé mon propre parcours. 5 ans après avoir été abandonné par ma famille biologique, j'avais créé quelque chose de bien plus fort que les liens qui m'avaient fait défaut. J'avais construit un foyer, une entreprise, un mariage et un but qui honoraient la confiance que grand-mère Margaret avait en moi, tout en étendant ce même soutien aux autres. Je recevais occasionnellement des nouvelles de mes parents et de Brian par le biais de connaissances communes. Mon père n'a jamais reconnu ses torts, soutenant que j'avais été égoïste et impitoyable. Brian avait déménagé dans un autre état, recommençant à zéro après ses déboires financiers. Ma mère s'était séparée de mon père et tentait de reconstruire sa vie de manière indépendante, une évolution qui suggérait qu'elle, au moins, avait appris quelque chose de l'implosion de notre famille. La porte de la réconciliation restait théoriquement ouverte, mais avec des conditions qui honoraient ma propre valeur. Toute relation devrait être construite sur un respect authentique, et non sur la commodité ou le besoin. D'ici là, je me concentrais sur l'entretien des liens sains qui avaient prouvé leur valeur. Les soirs tranquilles, assise dans le jardin de grand-mère Margaret avec Patrick, je réfléchissais souvent au chemin qui m'avait mené ici. De sans-abri à propriétaire, de fille abandonnée à soutien de la communauté, j'avais découvert que la famille n'était pas un droit de naissance, mais un privilège gagné par l'amour et le respect. J'ai dû apprendre que ne pas avoir de famille vaut mieux qu'en avoir une qui vous fait du mal, ai-je dit au groupe de soutien lors de ma dernière séance, et que créer sa propre famille de cœur n'est pas seulement possible, mais souvent plus épanouissant que de maintenir des liens de sang toxiques. Le cottage que ma grand-mère m'a laissé était devenu plus qu'une simple maison. C'était la preuve physique que je méritais d'occuper ma place dans le monde, que mes rêves et mes limites comptaient. En le défendant contre ceux qui voulaient me le prendre, j'avais finalement défendu ma propre valeur. Avez-vous déjà dû établir des limites avec des membres de votre famille qui ont essayé de profiter de vous? Ou avez-vous construit une famille de cœur qui vous a soutenu lorsque votre famille biologique a échoué? J'aimerais beaucoup lire vos histoires dans les commentaires. Si cela a résonné en vous, veuillez aimer et vous abonner à ma chaîne pour plus d'histoires sur la recherche de la force dans des situations familiales difficiles. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message d'espoir et de résilience, veuillez partager cette vidéo avec eux. Merci d'avoir écouté mon parcours. Et n'oubliez pas, parfois la famille que nous choisissons est plus précieuse que celle dans laquelle nous naissons.